13 h, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition sommaire de ce matin. Les gouverneurs des banques centrales d'Afrique sont en conclave à Dakar pour réfléchir sur les financements contre les changements climatiques. Les besoins sont estimés et tournent autour de 1600 milliards de francs CFA pour mener la riposte. Report de la présidentielle, le professeur Ismaïla Madior Fall apporte des éclairages. Agrégé en droit constitutionnel, le ministre a soutenu que l'Assemblée nationale a pris la bonne décision en votant le projet de loi. Et ce matin, nous irons à Colobane où les habits lourds commandés sont toujours en stock et ne trouvent pas acheteurs. La raison, c'est le froid qui ne s'est pas toujours installé au Sénégal, surtout en ce mois de février. Bonjour et bienvenue. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a reçu une délégation du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Ils ont fait le point sur la 57e session du Conseil des ministres qui se tient à Dakar depuis hier matin. Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, revient ici sur les défis du Conseil des ministres présidé actuellement par le Sénégal. Il est au micro de Omar Nyinga à sa sortie d'audience. Nous sommes venus présenter des civilités auprès de son Excellence Macky Sall, étant donné que c'est notre première réunion de ministres de l'OHADA. C'était tout à fait évident, comme on a fini nos activités, qu'on vienne lui présenter des civilités et lui rendre compte de ce dont on a eu à faire comme travail. Il nous a encouragés, on lui a fait part de la validation de notre budget et des défis qui nous attendent de mobilisation des ressources et surtout l'organisation du sommet des chefs d'État qui a fait plus de 10 ans qu'on n'a jamais organisé et nous tenons à ce que vraiment lors du mandat du Sénégal que ce sommet puisse avoir lieu. Nous voulons vraiment que nous puissions capitaliser cela pour que ce sommet des chefs de l'État puisse avoir lieu. Ça sera vraiment un grand coup pour le Sénégal. Voilà donc la délégation de l'OHADA qui a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. L'Afrique a besoin de 1300 milliards, voire 1600 milliards de dollars pour assurer la riposte face au changement climatique. Pour relever ce défi, les banques centrales du continent élaborent les stratégies de financement. En conclave à Dakar, les gouverneurs de ces institutions réfléchissent sur les politiques à mettre en œuvre. La conférence a été présidée par le Premier ministre Amadou Ba qui a cité en exemple le TER et le BRT qui favorisent la croissance verte. Aramdao. Les effets du changement climatique font sonner à Dakar cette mobilisation exceptionnelle des banques centrales. Des dizaines de gouverneurs, de vice-gouverneurs, des chefs d'institutions monétaires, tous conscients des répercussions de la crise climatique jusque dans le système financier. L'engagement des banques centrales à l'égard du changement climatique est récent. Toutefois, les actions qu'elles ont menées au cours des 10 dernières années reflètent bien la prise de conscience croissante que le changement climatique peut avoir des répercussions importantes sur le système financier et par ricochet sur l'économie. Ainsi, le réseau pour le verdissement du système financier, dont la BCEAO est membre, a vu le jour en 2017. Ce réseau est un cadre de réflexion et d'échange sur le changement climatique regroupant 114 banques centrales et superviseurs financiers. Les risques climatiques sont certes des préoccupations environnementales, mais leurs effets peuvent compromettre la résilience de notre système financier dans son ensemble. Le panel de haut niveau va tenter de comprendre, d'évaluer et d'atténuer les risques. Les pays de l'UEMOA sont particulièrement attentifs aux échanges, car, comme l'indique le Premier ministre Amadou Ba, ils payent un lourd tribut du changement climatique. Ainsi, selon une étude de la Banque mondiale, l'UEMOA subirait en moyenne 1 milliard de dollars de pertes par an sur la production de ces cultures vivrières les plus importantes dues aux sécheresses. Les industries et services sont également exposés à des pertes notables en zones urbaines inondables. Permettez-moi de souligner quelques actions menées par le Sénégal dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Au Sénégal, la contribution déterminée au niveau national, établie conformément aux accords de Paris, traduit notre engagement soutenu à inscrire le pays dans une trajectoire de croissance verte en assurant la résilience de l'économie. Le TER et le BRT sobre en carbone sont de ces infrastructures à mettre à l'actif du plan d'action du Sénégal. Le combat continue pour tous, car le financement nécessaire à la riposte de l'Afrique est estimé entre 1 300 et 1 600 milliards de dollars entre 2020 et 2030. Report de la présidentielle du 24 février, Ismaïla Madior Fall se prononce, professeur agrégé en droit constitutionnel et en sciences politiques, par ailleurs ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il soutient que l'Assemblée nationale a pris la bonne décision en votant le projet de loi. Ismaïla Madior Fall est au micro d'Ibrahim Adam. Le président de la République n'est pas à l'origine de ce report. Il n'en est pas l'auteur, il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas l'inspirateur. En réalité, il y a eu un contexte marqué par les événements que nous avons tous vécus, notamment une crise entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Et le président de la République n'est pas intervenu dans tout ça. C'est au contraire le groupe parlementaire du PDS qui a pris l'initiative de déposer une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation aux dispositions de l'article 31 en vue de reporter l'élection présidentielle jusqu'en août 2024. Maintenant, dans la procédure, la proposition de loi doit être envoyée au président de la République pour avis. Quand le président a reçu la proposition de loi, il n'a pas donné d'avis favorable, il n'a pas donné d'avis défavorable. Il a pris acte de la proposition. La proposition a continué et en cours de séance parlementaire, il y a un amendement qui a proposé à la place du mois d'août, l'amendement a proposé qu'on aille jusqu'en décembre. Et c'est ainsi que finalement, la loi a été votée. Le gouvernement d'ailleurs n'était pas représenté. Normalement, si on discute à l'Assemblée d'une proposition de loi, ou d'un projet de loi plutôt, le gouvernement doit être représenté par le garde des Sceaux. Mais là, le garde des Sceaux n'était pas là-bas. C'est l'auteur de la proposition qui l'a défendue devant ses pairs, devant ses collègues. En l'occurrence, le président du groupe parlementaire du PDS, Maud Lamine Thiam. C'est lui qui a défendu le texte. La garde des Sceaux n'était pas là-bas. Donc ça veut dire que le président, il n'est pas impliqué dans ça. Il a pris acte de la procédure. Et maintenant, lorsque les députés ont adopté la proposition de loi, parce qu'il s'agit d'une loi constitutionnelle, ils l'ont adoptée à la majorité des 3/5. Maintenant, l'Assemblée va transférer la proposition de loi adoptée, approuvée, au président de la République, qui ne peut faire que la promulguer. Le Sénégal a organisé 11 élections présidentielles. Jamais contexte électoral n'aura été aussi marqué par des facteurs susceptibles de jeter le trouble sur la crédibilité du processus électoral. Par exemple, de mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu un contexte électoral marqué par l'accusation par des députés de corruption des juges constitutionnels. Que des députés prennent l'initiative pour accuser des juges de corruption, c'est tout de même une première. Que l'Assemblée nationale initie une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur ces cas, sur ces supposés cas de corruption, c'est quand même quelque chose qui est à prendre au sérieux. Et il y a aussi le fait que le Conseil constitutionnel lui-même a produit un communiqué pour exiger que la lumière soit faite sur cette affaire. Le Conseil a répondu. Et puis, jamais aussi on avait vu des candidats à l'élection présidentielle frauder sur leur nationalité au point d'être épinglés par la justice. Autrement dit, il y a un ensemble d'ingrédients susceptibles de discréditer le processus électoral qui font qu'on aurait pu finalement aboutir à une situation où le verdict qui serait issu des urnes soit un verdict contesté, ce qui est susceptible d'entraîner un contentieux non seulement préélectoral avant les élections, mais aussi un contentieux post-électoral. Et on sait qu'un contentieux post-électoral est un facteur conflictogène. Ça peut avoir des dérapages et aboutir à une crise qui peut affecter la stabilité politique du Sénégal. Voilà, Ismaïla Madior Fall, professeur de droit agrégé en droit constitutionnel.
Le WADA tient sa 57e session du Conseil des ministres des États parties. Les pays membres sont invités à respecter leurs engagements pour donner à l'organisation tous les mois dont elle a besoin afin de remplir sa mission. Le Sénégal assure la présidence depuis près de 3 semaines. Lamine Touré. Une Afrique qui s'organise pour renforcer son potentiel économique. Le cri de cœur du chanteur Ismaël Lô sonne comme une invite à l'unité. Ici, il s'agit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette session marque le début de la présidence du Sénégal à la tête du Conseil des ministres de l'OADA. Elle porte sur l'adoption du budget 2024 dans un contexte difficile. Nous avons agi comme il se doit pour que cette organisation-là puisse effectivement servir à la sécurité juridique, à la sécurité judiciaire et au développement économique de nos États. Il nous reste à espérer que pour 2024, les choses vont s'améliorer. Un appel de pied adressé à l'endroit des 17 pays membres de l'OADA pour honorer les engagements financiers. Le Sénégal a déjà pris position sur la question par le biais de son ministre des Finances. D'où l'exigence pour les États parties de verser régulièrement leurs contributions. Je nous y encourage. Et Monsieur le secrétaire permanent, je puis vous assurer, conformément à votre invite, qu'une session spéciale des ministres des Finances sera tenue cette année au titre de la gestion 2024. Cette contribution financière est plus que nécessaire car l'OADA en a besoin pour mener à bien sa mission, celle de promouvoir des investissements dans cet espace tout en assurant leur sécurité judiciaire. Dans un corpus de règles robustes de 11 actes uniformes, une cour commune de justice et d'arbitrage sans pareil en Afrique et pourquoi pas sans pareil dans le monde, Madame la Présidente. C'est la responsabilité que nous avons. Notre organisation commune a su créer un univers juridique et judiciaire à l'intérieur duquel les investisseurs peuvent se mouvoir, développer leur activité en toute confiance. Le Sénégal compte relever le défi de la performance soutenue de l'OADA. Dans cette présidence tournante du Conseil des ministres, l'organisation est invitée à s'adapter face aux enjeux du numérique. La 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi se prépare activement à Cambérène. Les préparatifs vont bon train. Au mausolée de Seydina Issa Laye, le groupe Bach a presque terminé le travail sur place. On a trouvé une équipe dynamique et engagée pour la réussite de cet événement religieux. Kaltom Gueye s'y est rendu. Cambérène, le fief de Seydina Issa Rouhou Laye, fils aîné de Seydina Limamou Laye Al Mahdi. La cité religieuse est fin prête pour accueillir ces milliers de pèlerins attendus pour le 144e appel. Les préparatifs vont bon train. À Djamalaye Mamsedi, lieu de la cérémonie, les éléments du groupe Bach sont à pied d'œuvre. On est à la dernière phase, les finitions. On a fait la même chose à Yoff aujourd'hui, c'est Cambérène qui nous accueille. Après, ce sera au tour de Ngor. Après les tentes, il nous reste à faire les décorations. Donc, on peut dire que le travail a été fait à 75%. L'équipe est là depuis presque 10 jours. Ils viennent de partout, surtout des localités layennes comme Malika, Niakourab, Ngor, Yoff, entre autres. Certains ont intégré le groupe depuis tout petit. Ils sont nos enfants, nos frères. Certains sont là depuis 15 ans, d'autres ont fait 20 ans, ou même plus. Il y en a qui viennent d'arriver, mais ils maîtrisent rapidement le travail. Ils mettent tous la foi en avant. C'est un honneur pour moi que de faire partie de cette organisation. Je suis membre depuis 18 ans. On est entièrement engagé et tout est bonheur pour nous. Ces jeunes se sont engagés entièrement dans le travail, une coordination dans ce qu'ils font, une équipe dynamique et déterminée dans la foi. La passion fait oublier la fatigue.
On sent vraiment pas la fatigue parce que c'est un travail que l'on fait avec un énorme plaisir. On n'est pas payé, on fait le travail parce que c'est la passion, la foi. Nous croyons à notre guide Seydina Limamou alayhi salam. C'est cela qui nous motive. Tu vois tous ces jeunes dynamiques et engagés. Ils n'attendent rien en retour. Ils sont là pour travailler pour le vénéré guide. C'est surtout un engagement que tout un chacun prend. C'est une façon pour nous de donner notre contribution. Depuis sa création en 1979, le groupe Bach est chargé de dresser les tentes pour tous les événements laïens. À la veille de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, tout est mis en œuvre pour une réussite totale de l'événement. Le 6 février, c'était la journée internationale zéro tolérance à l'égard des mutilations génitales féminines. Les acteurs mobilisés autour du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants ont tenu une rencontre d'échange sur cette problématique. Philomène Constance Diagne. Les mutilations génitales féminines limitent les opportunités pour les femmes et les filles du monde entier. Elles les empêchent d'exercer leurs droits et d'exprimer leur potentiel. Aujourd'hui, des progrès ont été accomplis pour éviter ces pratiques néfastes dans certaines communautés. Nous avons particulièrement la zone de Tamba, Sédhiou, Kolda, Matam. C'est les zones les plus touchées, mais ces pratiques-là se font partout au Sénégal, dans toutes les régions. Aucune région n'est en reste, mais c'est les régions que je viens de citer où on a une très très forte prévalence. Mais actuellement, nous y sommes, nous travaillons pour que cette pratique cesse et nous le faisons avec les communautés. Et depuis un certain temps, nous avons organisé des forats communautaires dans ces zones à forte prévalence et nous avons constaté vraiment il y a beaucoup d'abandon. Et nous avons formé plus de 15 000 femmes leaders pour que cette pratique-là arrête au Sénégal particulièrement. Reconnus comme violation des droits de la personne, les MGF causent beaucoup de mal, tels que des infections graves, des douleurs chroniques, des dépressions, l'infertilité, voire même la mort. Pour sensibiliser contre ces maux, qui de mieux qu'une survivante pour du chiadé ou l'application d'une loi pour sanctionner. L'excision est une pratique traditionnelle que j'ai moi-même subie. Connaissant à présent le mal que ça représente, je me suis engagée à lutter contre cette coutume. Il y aura toujours des poches de résistance et des pratiques insidieuses que nous aurons du mal à détecter à temps pour pouvoir les contrarier. Donc la loi a ses limites qui sont naturellement objectives, mais néanmoins quand même, si nous regardons les tendances au plan statistique, il y a des progrès substantiels. Et ces progrès-là sont le fait de l'existence de cette loi, évidemment, mais également de l'engagement des acteurs au niveau communautaire. Je crois que la loi est un fait, mais l'appropriation de la loi par tous est un autre fait. Et c'est à ce niveau que nous devons mettre l'accent. Et c'est pour ça que quand nous faisons le bilan des avancées à l'occasion de cette journée, nous insistons énormément sur la sensibilisation pour que tout le monde se l'approprie et faire bouger relativement les lignes et créer un nouveau paradigme. L'élimination des MGF d'ici 2030 passera certainement par la sensibilisation, mais plus important encore, par la construction des partenariats avec les hommes pour transformer les normes sociales et de genre. Et nous ouvrons le chapitre Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. Côte d'Ivoire, demi-finale, Côte d'Ivoire-RDC. Les éléphants sont prêts à continuer la marche en avant. Le groupe ivoirien affiche une grande confiance, mais il y a encore des choses à régler, en plus des absences significatives auxquelles le sélectionneur ivoirien Mers Payet devra faire face. Nous suivons le reportage au Palais de la Culture et au lycée technique de Cocody de Massiré Faye, Mamadou Fall et Elhaji Thierno Dramé. Payet veut une équipe de Côte d'Ivoire conquérante et non à réaction. Contre le Sénégal et le Mali, les éléphants ont à chaque fois été menés au score. Contre la RDC, il ne veut pas d'un tel scénario. On va essayer de profiter un peu de la confiance qu'on a retrouvée pour
dès l'entame de match, mettre notre jeu en place et imposer le rythme et le tempo sur ce match face à cette équipe du Congo. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de commencer mieux que ce qu'on a fait sur les 2 derniers matchs et imposer notre rythme d'entrée de match. Pour jouer son football, la Côte d'Ivoire va devoir appliquer les consignes du coach selon Max-Alain Gradel. L'ancien champion d'Afrique assure que le groupe en est conscient. À une marche de la finale, les éléphants devront être au top. Le groupe vit très très bien et on est serein, on est confiant et on est prêt pour le match de demain. Et on s'est préparé et on va encore se préparer aujourd'hui et être prêt demain pour faire ce qu'il y a à faire lors de ce match aussi important. Emerse Faye devra quand même faire avec 4 absences de taille. Diakité, Kosonou, Kwame et Serge Aurier, tous suspendus. Présents à la séance d'entraînement, ils regarderont le match des tribunes. L'entraîneur des éléphants n'en est pas pour autant inquiet. C'est bien sûr, c'est toujours une perte de perdre des joueurs dans un groupe, mais les autres vont se battre et serrer les dents pour faire leur part de travail et essayer de nous qualifier pour la finale. Autre facteur avec lequel il devra faire, c'est la pression. À Ebimpe, la Côte d'Ivoire a essuyé 2 revers, dont un très humiliant contre la Guinée équatoriale. La plaie est peut-être guérie, mais pas le traumatisme. Sur le terrain d'entraînement, les joueurs affichent confiance et sérénité, mais au stade, l'ambiance sera différente. On va dire qu'il y avait plus de pression sur les 2 précédents matchs que sur le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression, elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression. Donc celle-ci, on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond. En 2015, la Côte d'Ivoire avait sorti la RDC pour se hisser en finale et décrocher le Graal. L'histoire va-t-elle se répéter ou pas? Une chose est sûre, les léopards vendront leur peau au prix fort. Et de l'autre côté, Sébastien de Sabre, le coach de la République démocratique du Congo, attend un match indécis mais ouvert face à la Côte d'Ivoire. Le technicien annonce aussi que les éléphants ont l'avantage du terrain, mais ça ne va pas ébranler ces joueurs qui veulent gagner et remporter le trophée. De Sabre a été accompagné en conférence de presse par son milieu de terrain, Charles Piquel. Et c'était au Palais de la Culture de Treichville, un milieu de journée suivant le compte-rendu de Ibrahim Mboup. 9 ans que la RDC n'avait pas atteint une demi-finale de Coupe d'Afrique. La dernière fois, c'était face à la Côte d'Ivoire en 2015. En 2024, aussi face aux éléphants chez eux. Un contexte différent, peut-être des approches différentes. C'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. Un match, pour moi, indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre 2 équipes qui ouvrent le jeu. C'est une demi-finale et c'est un match très spécial. Après beaucoup de pression, je ne sais pas, pour moi, ça reste un match comme les autres. Et on aimerait faire le mieux dans tous les matchs. Et aussi dans ce match-là. Au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, les Ivoiriens seront poussés par tout un public. Une perspective qui ne fait pas peur au coach des Léopards. C'est une source de motivation. Hein. C'est une source de motivation. On est très content de jouer dans un stade avec énormément de public. Vous savez, après, il y a ce qui se passe autour, mais il y a surtout ce qui se passe sur le terrain. Et nous, on est focus sur les choses qu'on a à faire sur le terrain. Les Congolais ne se donnent aucune limite dans cette CAN. Ils veulent aller jusqu'au bout et rêvent déjà du grand soir. Bien sûr qu'on rêve. C'est normal qu'on rêve et je crois que c'est quelque chose de bien aussi qu'on rêve d'emporter cette CAN. Ce serait incroyable. Et je crois que c'est une normalité que tout le monde, entre nous, on se parle aussi. Mais maintenant, le focus est sur le prochain match
et c'est sur cette demi-finale, parce que sans cette demi-finale, on ne va pas arriver en finale. Et c'est à cause de ça, on doit tout donner dans ce match et le prendre comme si ça serait le dernier et tout donner. La République démocratique du Congo reste invaincue depuis le début de la compétition. L'équipe a marqué 6 buts et en a encaissé 2. 20 joueurs sur 24 utilisés par Sébastien de Sabre. Gaël Kakuta, forfait en quart de finale à cause d'une contracture aux ischios, est disponible pour aller défier la Côte d'Ivoire. Scène insolite à la fin de la conférence de presse. Une consoeur ivoirienne de la RTI a soufflé les bougies de son gâteau d'anniversaire. Voilà, Ibrahima Mboup, nous allons tout de suite à Abidjan retrouver Ibrahima Mboup. Ibrahima, bonjour, et cet anniversaire, j'imagine, ça s'est très bien passé. Bonjour, mon grand ami. Apparemment, on a un problème de son avec Ibrahima. Voilà, Ibrahima, on retrouve encore Ibrahima Mboup. Ibrahima, voilà, je reviens à vous. Si vous m'entendez, Ibrahima. Voilà, apparemment, Ibrahima Mboup ne m'entend pas. Mais Ibrahima, on vous garde en repérage, hein, le temps de faire le journal des régions et de revenir à vous sur cette rencontre très importante. Voilà, tout de suite, on passe aux régions dans cette édition. Et le directeur général de l'APIX a visité le site de recasement des personnes qui sont impactées par la seconde phase du train express régional allant de Diamniadio à IBD. Le site est de 65 hectares. 756 parcelles viabilisées sont destinées aux impactés du terre. Ahmadou Diallo, reportage. Voici le site qui va accueillir les impactés de la deuxième phase du TER. Allant de Diamniadio à AIBD, 65 hectares, dont plus de 23 sont dédiés aux propriétaires de concessions impactées sur ce tronçon. Au total, nous sommes sur un site de 65 hectares et la partie qui accueille les habitants est sur 23 hectares. Donc ce site a déjà fait l'objet d'un lotissement qui a obtenu les autorisations de lotissement. Le bornage est déjà fait. Donc, il sera raccordé aussi bien à l'eau, à l'électricité, bien entendu, mais également, il y aura la voirie qui viendra donner à ce site un cachet qui correspond au niveau d'exigence que nous nous fixons en matière de réinstallation. Le site réunit toutes les conditions d'un aménagement adéquat. Les impactés apprécient les efforts consentis par l'APIX. On s'est obligé d'être rassurés parce que ce sont des personnalités et ça nous va tout droit au cœur parce que le directeur général en personne s'est déplacé, c'est quelque chose. Vous avez vu les bulldozers, donc c'est quelque chose qui est palpable. Venu lui-même superviser les travaux, le directeur général de l'APIX a insisté sur le respect des délais de livraison. La délégation de l'APIX s'est ensuite rendue à la zone économique spéciale de Diass en compagnie du top management de l'AIBD. Ici, l'état d'avancement des travaux est jugé satisfaisant. Nous avons convenu de mettre en place un comité technique pour parler des aspects d'abord commerciaux, des accès de connectivité, mais aussi quelques aspects qui sont liés à la libération des emprises, mais aussi de l'aménagement et surtout de ne pas aussi faire mener dans les deux zones des activités qui sont concurrentielles. Nous allons laisser tout ce qui est aéronautique à AIBD et tout ce qui est promotion immobilière. Peut-être que nous pourrons le faire ensemble, de même que la centrale solaire que nous voulons développer ensemble. La zone économique spéciale de Diass va être à terme une vraie niche d'emploi. Dans la première phase qui concerne les 100 hectares, nous attendons déjà 9600 emplois. Et sur l'ensemble de la zone, parce que c'est vrai que nous avons parlé de 600 hectares, mais la zone, elle englobe une superficie de 718. La deuxième, le global, nous attendons à près de 80 000 emplois. APIX et AIBD sont main dans la main pour des résultats positifs dans l'exploitation de la zone économique spéciale de Diass. AIBD, de par sa stratégie de hub,
aérien en train de développer un projet phare qui est le projet d'Aéroville, qui est une recommandation forte de l'OACI qui recommande aux aéroports de développer des activités extra-aéronautiques. Donc je pense qu'en ce sens, avec la zone économique spéciale, il y aura un espace citoyen entre APIX et AIBD, donc raison pour laquelle nous allons travailler à mutualiser nos forces, mais également de mettre en place un comité technique qui va réfléchir sur les axes de partenariat. APIX et AIBD définissent ainsi les axes de collaboration pour un développement harmonieux des projets des deux structures dans la zone économique spéciale de Diass, en plus de la deuxième phase du TER de Diamniadio à AIBD. Voilà, merci beaucoup Armandou Diallo. Et puis nous sommes au mois de février. Pourtant, le froid ne s'installe toujours pas au Sénégal. Une situation qui a de réelles conséquences sur la friperie et les habits lourds qui sont stockés ne trouvent pas pour le moment acheteurs. Donc la raison est due à cette situation. Notre reporter Adam Silla est allé trouver ses explications et il signe la rubrique Société. Les fausses prévisions des fripiers sur le climat ont eu de réelles conséquences financières sur leur business à cause des commandes qu'ils ont du mal à vider. D'habitude, en pareille période, la fraîcheur s'installait déjà à Dakar comme partout dans le pays. Mais cette année, c'est tout autre. Jusqu'à présent, la chaleur continue de dicter sa loi. J'ai acheté un stock de vestes que j'ai du mal à écouler. On ne peut pas maîtriser le temps. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Finalement, au lieu de se focaliser sur les vestes, on met plus l'accent sur les habits des enfants. Des habits lourds sont stockés dans nos magasins, mais on a tous les problèmes du monde pour les vendre à cause de la chaleur. La friperie est un domaine difficile à maîtriser. Bref, c'est une équation à plusieurs inconnus. Pour s'en sortir, il est important d'être expérimenté en la matière. Dans la friperie, il y a beaucoup de risques. Pour en tirer profit, il faut une maîtrise de l'activité. Sinon, on ne va pas s'en sortir. C'est un domaine qu'on doit maîtriser d'abord avant de s'y lancer. Faute de quoi, on risque de faire faillite. Ces vêtements vendus viennent de différents pays dans le monde. Une fois arrivés au port, on les stocke dans des magasins avant de les exposer dans les marchés. Ça dépend, parce que il y a un premier choix et un second. Les prix varient de 70 à 115 000 francs. Tout dépend de la qualité. Pour les commandes, les prix ne sont pas fixes. Il y en a qui coûtent 35 000, 80 000, 140 000. Parfois, on dépasse même les 500 000 francs. Et seulement en une journée. La friperie est très prisée par les populations. Beaucoup préfèrent l'acheter pour sa qualité et ses prix abordables. Je suis venue acheter des pullovers car la journée il fait chaud contrairement à la nuit. C'est abordable, franchement. Et je juge les prix abordables. Je suis un revendeur. Je viens ici récupérer la marchandise pour la revendre ailleurs. Mais vraiment, on s'en sort. À Colobane, les fripiers exposent leurs marchandises aux abords de la route et sont souvent déguerpis par les autorités en charge de la lutte contre l'occupation anarchique. Aujourd'hui, leur seul souhait est de disposer d'un espace aménagé. Voilà, les habits lourds donc de la friperie qui sont toujours en stock avec le froid qui ne s'est pas encore installé au Sénégal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Merci à toute l'équipe de coordination. Mais je reviens dans un instant pour la version Wolof.